Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, merci beaucoup d'être avec nous pour cette présentation. Donc présentation pendant laquelle nous allons nous demander si pour les entreprises qui utilisent Microsoft 365, finalement la faille ne venait pas des accès des applications, donc des applications que vous utilisez dans la vie de tous les jours. Alors, pour y répondre, je suis accompagné donc d'Antoine Dassanville et je suis moi-même Jules Hardy. Nous travaillons tous les deux pour le cabinet de conseil Cyberlift, qui est un cabinet de conseil spécialisé en cybersécurité, accompagnant les grands comptes, mais aussi des PME dans la sécurité, notamment du Modern Workplace, mais aussi du cloud. Alors, le sujet dont on va vous parler aujourd'hui concerne 100% des organisations qui utilisent Microsoft 365. Vous savez que c'est une technologie qui est largement adoptée aujourd'hui. 79% des entreprises en France ont adopté Microsoft 365 et ont massivement migré les données qui étaient historiquement localisées on-prem, dans des data centers maison, si on peut dire, vers les ressources Microsoft 365, vers SharePoint Online, vers Exchange Online, etc. etc. Évidemment, on a beaucoup de monde qui utilise avec des données très sensibles. C'est forcément une cible prioritaire pour les attaquants. On connaît tous ces différentes attaques sur les identités de comptes utilisateurs. Là, le sujet dont on va vous parler aujourd'hui, il est 10 fois plus ciblé et attaqué que les comptes utilisateurs par les attaquants. Et enfin, le dernier point qui est peut-être le plus important, c'est si cette faille dont on va vous parler encore une fois est utilisée par des attaquants, on parle d'une compromission vraiment critique, donc une compromission globale de votre système d'information qui utilise Microsoft 365. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, on vous propose de faire un petit pas en arrière et de se raccrocher à quelque chose qu'on connaît bien, qui est l'Active Directory. Active Directory, donc, qui est notre référentiel d'identité on-prem qu'on connaît tous, qui gère notamment l'authentification et l'autorisation des identités utilisateurs, applications, machines, etc. Qui est utilisé donc pour authentifier nos utilisateurs et nos différents équipements pour accéder à des applications on-prem depuis un accès physique au sein des bureaux de l'entreprise ou un accès réseau avec un VPN parfois à distance. Bref, nous avons adopté Microsoft 365 avec Entra ID qui est notre nouveau référentiel d'identité, donc ex-Azure AD. Et ça, c'est la première différence, c'est le mode d'accès. Je peux y accéder depuis Internet, évidemment. Je m'affranchis de toutes ces limites liées au VPN et limites physiques. La deuxième différence, c'est vraiment, une fois que je suis authentifié à mon référentiel d'identité, qu'est-ce que je peux faire, si vous vouliez lire, donc, qu'est-ce que je peux faire en réalité une fois que je suis authentifié à Entra ID? Je peux utiliser évidemment les applications Microsoft 365, SharePoint, la messagerie, OneDrive, etc., ou VI, mais également mes différentes applications SaaS qu'on utilise évidemment de plus en plus, les applications que je gère évidemment aussi dans mon cloud privé et mon cloud public. Donc ça, c'est la deuxième différence, c'est une fois que je suis authentifié, qu'est-ce que je peux faire? En fait, je peux faire beaucoup plus de choses que lorsque j'utilisais un Active Directory avec les divers protocoles Kerberos, NTLM, etc. Et enfin, derrière chaque petite flèche qu'on a, se cachent évidemment des flux, des API, mais aussi et surtout des identités. Donc des identités qui donnent des privilèges sur ces services auxquels j'accède, mes applications SaaS, mes applications M365, mais aussi sur Entra et mon référentiel d'identité. Donc ça, c'est vraiment la deuxième différence. La troisième différence majeure, c'est cette notion d'identité qui s'interconnecte en fait à mes différentes applications. Et une autre différence majeure avec l'Active Directory, c'est la manière dont je vais pouvoir déléguer l'administration de ces identités, donc des comptes de service. Côté Entra, c'est très compliqué. Sur l'Active Directory, on connaissait les OU pour déléguer ça. Sur Entra, on connaît les admin units, mais qui sont pas tellement applicables en fait pour ces comptes de service. Et on va rentrer dans le détail juste après. Donc, finalement, on se rend compte que, bon, vous le savez déjà dans le cloud, l'identité, c'est vraiment la frontière principale d'accès à vos ressources et à vos données. On a une augmentation exponentielle du nombre d'applications avec lesquelles vous travaillez dans la vie de tous les jours, les applications SaaS, par exemple. Et vos données sont de plus en plus exposées, utilisées par des utilisateurs, utilisées par des applications, par des IA. Et
toute cette sécurité repose finalement par les privilèges et par l'identité que ces applications vont avoir sur vos données et sur vos ressources. Alors je vous propose de rentrer dans le détail avec Antoine de comment marchent finalement ces identités qui ont des droits, donc ces comptes de service, ces identités d'application dans Entra ID. Merci beaucoup Jules. Alors bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors aujourd'hui je vais vous parler de l'intégration de ces identités d'application dans Microsoft Entra. Alors comme l'a dit Jules, l'identité est au cœur des actions dans Microsoft Entra. Ces identités sont utilisables par des applications ou des utilisateurs. Et en fait, les identités sont un groupe de permissions, des permissions qui peuvent, qui permettent d'agir sur différents secteurs de Microsoft 365, comme j'ai pu mettre ici. Donc, on se rend vite compte que l'identité, c'est vraiment la chose principale à sécuriser sur Microsoft Entra pour sécuriser les accès et ce que peuvent faire les applications et les utilisateurs. Alors, je ne vais pas rentrer dans tous les détails de toutes les configurations qu'on peut faire. Je vais juste parler du consentement. Alors, le consentement chez Microsoft Entra, il y a deux types. Il y a le consentement utilisateur. Le consentement utilisateur, c'est quand un utilisateur individuel va autoriser une application à utiliser la permission sur l'identité, comme lire des informations sur l'utilisateur ou ses emails. Et à contrario, on a le consentement administrateur. Consentement administrateur qui est plus pour des permissions sensibles, comme la configuration du tenant ou la lecture des informations de tous les utilisateurs, et du coup qui va devoir être consenti par un administrateur. Voilà, donc il y a plusieurs configurations, mais ce qui va être intéressant, c'est un peu de se plonger dans ce qui menace ces identités. Alors ici, on a pris 4 exemples de menaces. La première, c'est la compromission d'application. Donc une application qui se fait compromettre à travers une exploitation de vulnérabilité. Et du coup, l'attaquant peut remonter à l'identité. On a aussi la notion de consent phishing. Alors j'en parlais tout à l'heure, le consentement, où un utilisateur va réussir à convaincre un administrateur pour autoriser une permission et prendre le contrôle aussi d'une application. On a les attaques sur chaîne d'approvisionnement quand une application d'un tiers ou d'un fournisseur se fait compromettre. Et finalement aussi, on a tout ce qui est mauvaise configuration d'application ou du tenant. Alors, on va rentrer un peu plus dans la notion de compromission d'application, on va faire un zoom dessus pour comprendre un peu les causes de ça. Alors, on a tout d'abord l'exploitation de vulnérabilité, que ce soit à travers le code ou à travers la logique. On a aussi tout ce qui est compromission de secrets d'authentification, donc sur les secrets, les clés d'API, les certificats. Et on a aussi les abus de privilèges par des administrateurs, donc comme on a des permissions excessives qui sont paramétrées sur ces identités. Un point aussi important, c'est au niveau des processus. Alors au niveau des processus internes, j'entends l'attribution de permissions aux entités, mais aussi l'attribution d'utilisateurs sur des entités. Et on a les audits de permissions, la recertification d'identité. On a aussi des facteurs sous-jacents un peu plus organisationnels. Comme le disait Jules tout à l'heure, on a une très grande volumétrie d'applications dans les entreprises. Les entreprises ont des centaines, voire des milliers d'applications sur Entra. Le système de permission aussi d'Entra est assez complexe. On a des milliers de permissions sur beaucoup d'API, ce qui nécessite quand même une forte expertise sur le sujet. Et les applications modernes vont être très interconnectées et vont du coup avoir de nombreuses dépendances sur d'autres applications, d'autres services, ce qui va complexifier un peu la gestion fine de ce système de permission. Alors, j'aimerais juste qu'on revienne sur la phrase qu'on a dit au tout début, que toutes les entreprises Microsoft 365 sont vulnérables à cela. Même si c'est des grandes entreprises, même si elles sont très sécurisées. Alors, c'est le cas de Microsoft qui, l'année dernière, a subi l'attaque Minnet Blizzard. Alors,
pour résumer rapidement l'attaque, l'attaque a débuté avec une compromission d'application. Compromission d'application à travers un compte de test qui était mal sécurisé, et l'attaquant a pu abuser du système de privilèges et du système de permission de Entra pour ensuite se latéraliser et arriver à récupérer tous les emails de tous les employés de Microsoft, y compris ceux des dirigeants. Donc, du coup, les attaquants ont pu divulguer toutes des informations très sensibles à travers ces emails. Voilà. Alors bon, outre le fait que du coup les comptes n'étaient pas bien sécurisés, on n'avait pas du MFA par exemple sur le compte de test. Vraiment le talon d'Achille ici dans cette attaque, c'était l'abus du système de privilèges de Microsoft Entra, et du coup des identités qui avaient des permissions excessives sur le tenant, qui ont permis du coup aux attaquants d'aller jusqu'aux emails et du coup de récupérer ces emails. Un autre point, c'est au niveau de la timeline. On peut voir qu'entre la première activité et la première détection, Microsoft a mis 2 mois. Donc 2 mois à détecter la compromission du tenant, en raison aussi d'un manque de surveillance sur les actions en temps réel sur le tenant. Voilà, donc on peut voir que le périmètre est assez complexe. On a beaucoup d'applications, Microsoft a des milliers d'applications. Ce qui complexifie aussi cette surveillance et cette vigilance sur les permissions. Et je vais maintenant passer la main à Jules pour qu'il nous parle un peu plus des difficultés rencontrées sur ce genre de périmètre. Merci Antoine. Donc effectivement, on l'a vu, c'est quelque chose qui est très compliqué à maîtriser. Et parmi les problèmes qu'on a pu identifier chez les différents clients avec lesquels nous avons travaillé sur ces sujets, nous avons identifié 3 grandes difficultés. La première, c'est de définir un cadre sécurité justement pour ces identités, définir qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est accepté au sein de l'organisation. Donc, puisque notamment vous êtes sans le savoir, Microsoft innove énormément, donc maintenir un cadre qui est à jour, c'est compliqué. On parle évidemment de Copilot, on parle des agents Copilot qui ont été récemment annoncés à Ignite, qui aussi rebattent les cartes de l'accès à la donnée. Mais aussi, on a une gestion de l'obsolescence qu'il faut prendre en compte avec des API qui sont des fois dépréciés sur lesquels repose l'authentification et l'autorisation de ces identités. Donc ça, c'est le premier challenge. Le deuxième challenge, c'est la notion de centralisation. On le disait en introduction, c'est très difficile de déléguer justement la création. Généralement, l'attribution des privilèges est centralisée, ce qui rend la tâche extrêmement complexe pour les administrateurs qui gèrent ces identités de vérifier la légitimité de l'accès à un site SharePoint, à une boîte mail Exchange ou à telle ou telle ressource de manière centralisée. Et enfin, on l'a vu, le cloud, c'est super, j'accède depuis Internet, tout est facile, en 2 clics, j'ai donné des droits équivalents à un global admin ou un domaine admin, donc super administrateur, à une identité qui est potentiellement bienveillante, mais aussi potentiellement malveillante, en 2 clics. Donc ça, c'est aussi un challenge important. Et enfin, cette notion de centralisation, elle est vraie, mais pas pour tout. Certaines briques sont gérées de manière indépendante au niveau de l'autorisation. Donc on va avoir des dépendances, par exemple sur Exchange, où l'autorisation, le scoping des droits que je vais donner à cette identité d'application va être fait localement. Donc en fait, la visibilité, elle est effectivement très complexe pour pouvoir voir exactement quelle identité a accès à quoi au sein de mon organisation Microsoft 365. Et encore une fois, on parle de tous les services qui reposent sur l'API Graph. Donc il y en a énormément, tous les services de Microsoft 365, que ce soit la messagerie, la collaboration, Teams, Microsoft Booking, Loop, etc. Finalement, comment faire face à ces difficultés ? La première chose, c'est de définir un modèle opérationnel, un cadre, qui prend en compte du coup les différents enjeux, les différents risques. Je ne vais pas forcément trop étayé puisque bon, c'est un sujet de gouvernance mais qui est propre à ces identités.
et notamment sur la gestion du consentement, qui est l'approbation réelle et effective de ces permissions, qui dans le pire des cas est donnée à la main des utilisateurs, qui est vraiment le pire des cas, et dans le meilleur des cas par des administrateurs. Mais bon, l'idée c'est de convenir d'un cadre sécurité pour votre organisation. La deuxième, c'est de surveiller ce qui se passe. Surveiller au moment de l'implémentation de ces permissions, qu'il n'y ait pas d'erreur, puisqu'encore une fois, donner des permissions, ça se fait en 2 clics, donc l'erreur est très vite arrivée, et de détecter aussi au fil de l'eau qu'il n'y ait pas de configuration malveillante qui soit, ou configuration dangereuse qui pourrait créer des chemins de compromission, et aussi l'utilisation de ces identités et l'utilisation de ces privilèges par ces identités. Par exemple, le cas de Microsoft. Et enfin, peut-être le point le plus important, c'est d'auditer régulièrement, s'assurer que le cadre qu'on a déployé à un instant T est toujours à jour, au vu des dernières innovations de Microsoft, déjà d'un point de vue sécurité de ces identités, mais aussi que ce cadre au sein de votre organisation soit respecté. S'assurer qu'il n'y ait pas de déviance et confronter votre cadre et ce qui a été implémenté au fil de l'eau. Alors je vous propose de repasser la main à Antoine pour venir étayer ce que nous avons pu voir du coup auprès de nos différents clients. Alors merci Jules. Alors qu'est-ce qu'on a vu chez nos clients? On a tout d'abord vu une activité assez intense sur le périmètre Entra. Alors en moyenne, on a vu une augmentation de 80% de nouveaux comptes de service par an. Alors ce chiffre, il semble un peu peut-être élevé. En fait, c'est explicable assez facilement dans le sens où chaque application, chaque service aujourd'hui va nécessiter une identité qui va du coup permettre à cette application de gérer ses permissions, ses accès, et du coup nécessite la création d'un compte de service derrière. Alors cette activité, elle a aussi un fort impact. On a vu que chez nos clients, sur les comptes de service à permission, on a plus de la moitié des permissions qui sont considérées comme critiques, ce qui montre un peu l'étendue d'action et aussi le potentiel d'abus en cas de compromission d'un compte de service. Et finalement, on a pu voir que ce n'était pas toujours maîtrisé. On a pu détecter des élévations de privilèges possibles. On a pu voir aussi des expositions à des attaques sur chaîne d'approvisionnement, mais aussi un non-respect de bonnes pratiques de sécurité sur l'identité des applications. Alors un chiffre sur lequel j'aimerais bien qu'on se penche un peu, c'est que 98% des super privilèges aujourd'hui ne sont pas utilisés. Alors ça montre clairement un manque du coup de surveillance, de gestion de permissions et aussi de vigilance. La solution pour ça, il n'y en a pas beaucoup, c'est l'audit régulier de ces comptes de service, des permissions, des super privilèges, pour justement les détecter, y remédier et du coup augmenter notre posture de sécurité par la suite. Voilà, et du coup je vais laisser encore une fois la main à Jules pour qu'il nous présente l'outil qu'on est en train de développer chez Cyberlift. Effectivement, donc nous avons travaillé chez Cyberlift sur justement une offre d'audit de ces applications. Mais avant de terminer cette présentation, nous voulions vous donner une piste concrète que vous pouvez mettre en application chez vous, justement pour identifier si vous avez des configurations à risque au sein d'autres entreprises. Pour ça, on vous propose une méthodologie simple, gratuite, avec l'aide d'une fiche pratique qui permettra d'identifier au sein de votre organisation si vous avez des identités à très haut risque, des identités qui peuvent être soit totalement bienveillantes sans problème, ou bien des identités potentiellement malveillantes. Dans tous les cas, ce sont des identités à risque. Donc n'hésitez pas à scanner, à télécharger cette fiche pratique. Vous pouvez la transférer à vos équipes techniques, identité sur le workplace, pour pouvoir faire effectivement cette analyse. Alors, si vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas surtout à nous contacter ou à venir nous joindre sur le stand 35 du Cyber Show pour discuter de notre offre d'audit complémentaire qui audite plus de 900 permissions sur Entra ID. Cette fiche pratique, elle n'audite que 6 permissions. Nous, on a identifié plus de 300 critiques. Donc n'hésitez pas à venir nous voir. Et puis, merci pour votre présence et merci pour votre attention.
dans ce inventaire. Trop émotion. Et je vais parler de ça. Plus bonjour. Quand vous dites 98% des privilèges ne sont pas utilisés, oui, c'est ce qu'il dira. Oui, bah en fait, ce sont des identités qui sont créées à un instant T. On sait quand on est opérationnel que nous, ce qu'on cherche, c'est que ça marche. Donc forcément, plus je mets de permissions, voilà, mais j'ai pas forcément le respect du moindre privilège. Donc à un instant T, elles sont utilisées. Et puis les permissions ne sont pas forcément nécessaires. Ou bien je vais avoir un besoin très ponctuel sur un script, par exemple, que je vais devoir jouer un jour. Mais en fait, dans 6 mois, j'en ai plus besoin. Mais je n'ai pas décommissionné cette identité, donc cette identité elle reste toujours existante, avec toujours les menaces qu'on a vues et les privilèges qui restent accessibles à n'importe qui obtiendra un accès à l'identité. Donc ce chiffre, il sort d'une étude de Microsoft, en réalité pas de notre étude. C'est une étude qui a été menée en 2023, mais effectivement ça montre 2 problèmes. C'est un problème au moment de l'ajout de l'identité, donc on ne vient pas challenger les privilèges ou on vient implémenter plus de privilèges que ce qui est réellement nécessaire. Et deuxième, c'est effectivement la recertification. Peut-être un manque de visibilité aussi, puisque si on avait pu identifier qu'on avait une identité très très critique qui peut gérer tous mes utilisateurs, par exemple, au sein de mon organisation, si je l'avais vu, j'aurais peut-être fait quelque chose et je serais peut-être allé challenger besoin auprès des équipes opérationnelles et puis décommissionner cette identité et ces privilèges. Donc, voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Oui, bah, très bien, merci. C'est que je sais pas, il faut la limite. Alors, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, ou sinon, n'hésitez pas à venir nous voir sur le 135.